Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Alors bonjour à tous, on s'était quitté la semaine dernière avec Benjamin, je suis de nouveau avec Benjamin, une semaine après, même endroit, même heure ou presque, on s'était quitté la dernière fois, tu nous avais lancé un défi de se faire une collection sur le même principe que la dernière fois, de 3 montres avec un budget cette fois-ci de 5000, on va dire euros plutôt que francs, comme ça, ça laisse un peu plus de latitude. Donc t'as 3 montres, 5000 francs, euros, ouais, 5000 euros. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous prends? Alors, c'est nettement plus compliqué que la semaine dernière, là. 5000 euros. On peut moins rêver, ouais. On peut moins rêver, mais d'un autre côté, on peut aller loin dans le kiff, même avec les 5000 euros, parce que ça reste une somme, mine de rien. Bien sûr. C'est assez énorme, hein. Spontanément, ce qui me vient en tête avec 5000 euros, une montre que j'adore, qui est la Toolwatch par excellence, qui est une plongeuse légendaire, la Seiko XKX 009. Ok, ouais. Pourquoi la 009? Parce que elle a ce côté, ces couleurs Pepsi que j'aime beaucoup. Ouais. Alors je me permets, je t'interromps, dans ce cas-là tu la joues vraiment puriste si tu prends la version J là, pour celle qui vient du Japon. Quitte à prendre du Seiko, tu vas chercher la japonaise. Bien sûr, la Seiko c'est la japonaise. Soyons précis avec les références. Soyons précis avec les références, excuse-moi. SKXJ 009, elle est très sympa. Pour l'avoir moins cher, plutôt que prendre le bracelet acier, je le prends sur bracelet caoutchouc. Ouais. Je le trouve, mine de rien, premièrement, beaucoup plus sympa que la maille acier, avec ce gaudron là sur le bracelet caoutchouc. Ouais, il a cette forme particulière, et puis le bracelet acier, je le trouve assez laid en fait. Enfin, il est assez un peu insipide. jubilé comme ça. Exactement. Mal réussi quoi, tu vois. Il y a un côté pâle copie de Rolex, ouais, qui reprend les codes Rolex, et Seiko, ils n'ont pas besoin d'essayer de copier parce qu'avec leur identité propre, ils proposent déjà quelque chose qui est très sympa. Après, sur le caoutchouc, il est particulier aussi, hein. Je sais pas si moi personnellement j'oserais le porter, mais j'irai pas sur le jubilé. Mais ok, ouais. Elle a combien déjà celle-ci? Alors là encore, je n'ai pas véritablement les prix en tête, mais à mon avis c'est aux alentours de 300-400 euros. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une belle référence, 300 euros, il me semble qu'on a la fameuse Seiko, bracelet caoutchouc avec ses couleurs Pepsi. La couleur de cadran, il y a un bleu foncé qui est hyper sympa. Et surtout, ce qui me rend assez dingue sur ces montres, c'est que c'est la forme des aiguilles qui sont complètement dingues, qui sont assez uniques. Et il n'y a pas ce côté, ils n'ont pas essayé de reprendre les formes des aiguilles Rolex sur la Submariner. Ouais. Ils sont sortis avec leur propre forme d'aiguille. Ouais. C'est sorti d'un brainstorm créatif nippon qui devait être complètement délirant. Et voilà, enfin cette montre, elle est vraiment canon, et elle est montre de plongée, donc étanche. On peut faire plein de choses avec, et comme quoi ça coûte pas spécialement cher de se faire plaisir. De faire plaisir à son poignet et de se faire plaisir aux yeux. Cette intro, faudra la conserver, je pense. C'est vrai, il y a ce côté-là où on pense souvent à tort, selon moi, que voilà, les montres c'est réservé à une certaine élite, que ça coûte super cher, etc. Et alors, j'aurais pas une formule aussi marrante que la tienne, mais effectivement, tu peux pour littéralement tout type de budget, tu peux avoir des montres très très chouettes, quoi. Et ça, c'est un bon exemple, ouais. Donc voilà, là j'ai cramé 300-400 euros, donc il me reste bien 4500 euros. Ouais. La deuxième montre que je pourrais prendre, alors c'est une automatique, hein, la Seiko. Ouais, alors elle a un truc qui est un petit peu pénible, c'est si je dis pas de bêtises, tu peux pas la remonter à la couronne en fait. D'accord, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça, parce qu'une montre automatique, si je veux la remonter, il suffit de la remuer en fait, quoi, ouais. Et puis voilà. Ouais, mais c'est pratique pour tu la mets à l'heure, tu mets 3 tours de couronne et puis c'est parti, on y va. Évidemment, et c'est une interaction qui est assez sympa avec sa montre. Ouais.
Mais bon, même sur des montres des montres de ma collection que je pourrais remonter à la couronne, je me prends véritablement souvent au dépourvu. Elles se sont arrêtées et plus que remonter à la couronne, j'ai le réflexe de les remuer. D'accord, ok. Je crois que je fais jamais ça. La main oscillante, elle sert à ça, donc voilà, je la secoue, voilà, tout simplement. Le secoueur de montre du Kempinski, ok. C'est ça. Et la deuxième, alors qui dit j'avais une automatique, j'irais bien sur une petite... c'est compliqué. J'irais sur une petite mécanique à remontage manuel qui est qui est assez sympa, qui est une tool watch aussi. Hamilton Keki Field mécanique. Elle est manuelle ? Elle est manuelle. Ok. Tout à fait, c'est pas une automatique. Elle est très belle celle-ci. Enfin, je connais que je la connais que en photo et très sympa. 38 mm. Elle est en. Très sympa, ouais. Alors la kaki, il me semble, il y a la kaki, mais il y a la film. Je sais pas. Je crois que ça s'appelle film mécanique aussi, mais il y a deux teintes de kaki. Il y en a une qui est plus teinte désert et l'autre qui est kaki. Ok. Et cette teinte qui est un peu desert field, j'aime beaucoup. Et elle est super sympa sur le natto. Un peu crème comme ça. Un peu crème, ouais, exactement. Okay. Un mélange entre du crème et du kaki, comme si on avait fait une teinte particulière. Et sur le natto avec quelques empiècements en cuir au niveau des passants. Et avec la surpiqûre sur le passant, elle est très très sympa et c'est une montre de voyage que je trouve vraiment cool. Ce que je ferai après, c'est que je mettrai les liens dans les descriptions de l'épisode comme ça. Exactement. Exactement très bonne chose. De voir à laquelle je fais référence et une montre qui est sympa. Alors là, j'ai deux Tool Watch en plus qui est pas cher. Et celle-là, pour info, 500 balles, elle a 500 €. Ouais, il me semble, elle a 500 €. Donc là j'ai cramé 1000 € et il me reste 4000 € qui est un super bon budget pour avoir une très belle montre. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme montre sympa pour 4000 €, si vous montrez Et ben j'ai envie de faire une montre sport aussi. Et je vais te prendre par surprise, Marc. Vas-y. Je vais proposer une vintage et je vais proposer une quartz. Ok. L'Omega Chrono Quartz qui a été fait la spéciale pour les Jeux Olympiques de Mexico. Ok, tu m'as montré ça. Tu vois à quoi elle ressemble cette montre ? On dirait une montre, elle sort de la guerre des étoiles. Ouais. Elle pourrait être dans Star Wars, elle a un affichage analogique et un affichage numérique. C'est le Super Quartz d'Omega. Quand le quartz est sorti à cette époque-là, fin des années 60, début des années 70, on était sur la technologie du futur. Ouais. Véritablement, il n'y avait rien de plus luxueux et de plus performant que le quartz. Ouais. C'était complètement dingue. Et Omega avait marqué le coup avec une montre qui était pour mesurer les performances, avec ce côté montre des Jeux Olympiques. Et elle a un look 70s qui est complètement à part. Alors elle est assez grosse sur le poignet. Et voilà, j'aimerais me trouver, je me laisse un bon budget, un budget de 4000 € pour me trouver la super Chrono Quartz d'Omega dans un état incroyable. Puis les boîtes de l'époque doivent être assez rigolotes aussi. Enfin, si tu chopes le manuel et des trucs comme ça, il manque de choper quelque chose d'assez sympa. Tout à fait. Bien évidemment, vu qu'on a un beau budget, il faudrait choper boîte papier et compagnie. Très belle vintage et puis on a tendance dans l'horlogerie un peu entre geek horloger à snober véritablement tout ce qui est montre quartz et je trouve que c'est une erreur. Alors bien évidemment on va pas, je suis d'accord sur le débat qu'une montre quartz aujourd'hui par rapport à une montre mécanique elle n'a pas nécessairement d'âme et on a envie d'aller sur une montre, on a l'impression qu'elle est vivante quand elle est mécanique. Mais alors pour aller dans ton sens, je pense qu'effectivement t'as des modèles à quartz qui sont genre super intéressants. Bon, il y a celui que tu viens de mentionner, même les Rolex Oyster Quartz, elles sont sympas parce super, que les boîtes, les boîtiers, ils ont des formes un peu plus anguleuses, assez chouettes. Et puis après t'as tout ce qui est les technologies qui sont aussi intéressantes justement quand on est un geek horloger comme tu disais, avec tout ce qui est genre super quartz, etc.
t'as des super exemples chez Omega, chez Breitling, Bulova. Enfin, t'as plein de trucs assez sympas et qui méritent qu'on s'y attarde. Alors, je pense que je préférerais toujours à choisir une mécanique à une montre quartz, mais en avoir une ou deux ou trois dans une collection, si c'est des modèles un petit peu comme ça, je comprends tout à fait, ouais. Exactement, et en plus, c'est très juste ce que tu dis, et on a tendance à oublier que technologiquement parlant, l'industrie horlogère suisse a été très forte sur le quartz. Ouais. Ça a failli tuer toute l'industrie, parce que bien évidemment c'était de la montre mécanique surtout de premier ordre qui était manufacturée en Suisse. Il y a de très bonnes références quartz, et voilà, à l'époque quand ils ont sorti cet Omega, c'était la référence véritablement de la montre quartz, du chrono quartz. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est peut-être la montre quartz qui a le plus d'âme, qui a le plus de style, parce que elle a cette forme qui est complètement unique, grosse sur le poignet, avec ce bracelet qui est fin par rapport à la taille de la boîte. Tu mettras le descriptif et des visuels, ce qui est hyper intéressant, ce double affichage. Et surtout, je pense que beaucoup de geeks horlogers, on a démarré avec ces fameuses Casio, qui étaient quartz et chrono. Et je trouve que c'est un rappel, et la boucle est bouclée, d'arriver, d'être collectionneur, on a quand même plus de budget, on sait ce qu'on veut, on a des goûts affinés, de revenir sur une montre avec un chrono quartz. Et ben c'est pas plus mal en fait. On revient à son premier rêve d'enfant et à son premier kiff juvénile, quoi. Pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Marc? Pour moi, même budget, même question. Alors je crois que je vais commencer. Il me faudrait la petite Toolwatch. Je pense que je partirai chez Rolex. J'irai chercher une Datejust vintage année de naissance. Tu vois, je me dis, je me fais ce délire là. Donc 88 pour moi. En acier, comme ça, voilà, je limite le budget évidemment. Très joli. Et puis même, je la voudrais pas dans une autre matière. J'ai trouvé un cadran, soit les cadrans un petit peu argentés, sympa, passe-partout. Où t'as des bleus un petit peu mat là, qui sont. C'est ton frère qu'on a une comme ça, avec un cadran un peu bleu. Tout à fait. Mon frère, il en a une avec cadran bleu. Et c'est à peu près cette période-là d'ailleurs. Exactement. Moi, je ne peux que plus soyer ton choix. Hein. Tu sais que j'ai une Datejust de 88. On a la même année de naissance, l'année du dragon. C'est une très belle, et surtout en allant sur acier, c'est pas nécessairement cher. Et il y a ce fameux bracelet jubilé. Exactement. Donc j'irai là-dessus. Pareil. Voilà, t'as une Rolex, ça tient bien en termes de précision, en termes de cote aussi. Bah, t'es sûr de justement encore plus, je pense, quand t'as des notions de budget un petit peu plus restreint entre guillemets avec 5000 €, bah t'es d'autant plus content que ta montre tienne sa cote et voire même prend un petit peu de valeur avec le temps. Donc, sans boîte papier, tu peux trouver, je pense, aux alentours de 2000-2500 €. Exactement. C'est ce que j'avais en tête comme budget aussi. Donc voilà, je prendrai le temps de trouver un bel exemplaire avec les cadrans qu'on a décrits, pas trop polis, puis avec un peu de chance peut-être une boîte papier à un prix pas délirant, mais voilà, je pense que je partirai là-dessus. Ça serait la première. Ensuite, je pense que je serais assez tenté de te rejoindre sur l'Hamilton Kaki. Je trouve que c'est une montre qui est très sympa. En fait, pour 500 balles, je vois pas ce que t'as de mieux en fait, vraiment. En montre neuve comme ça, pour 500 balles, t'as une belle montre, t'as un design un peu militaire comme ça, très sympa. T'as un diamètre qui est tout à fait portable. Je dois être sur du 38. C'est 38, Ah bah voilà. Exactement. T'as un fond saphir, donc tu peux voir le mouvement. Non, le fond est pas saphir. Ah, il est pas saphir. Non, c'est plein. Il me semble, il y a pas des. Alors il y a une version, il y a une Kaki qui est automatique, qui sera nettement plus chère par contre. Aux alentours de 1200 €, je crois, okay. 1500 €. Mais je crois que je partirai là-dessus parce que le budget le permet, et voilà, c'est toujours sympa aussi de pouvoir voir le fond, d'autant plus que la Datejust, t'as un fond plein. Exactement. Donc voilà,
pourrais pas avoir une collection de 3 montres sans pouvoir voir un mouvement horloger, ce serait un petit peu. Cette version automatique qui est très sympa. Et le design est sensiblement le même, sauf qu'il me semble que la taille de boîte est un peu plus grosse. Ok, bon à checker alors. Mais c'est une très bonne. Ouais, dans l'esprit, ça serait un truc comme ça en tout cas. Et alors je prendrais plutôt pas le crème ou pas le kaki un peu olive comme ça, mais j'irais vraiment sur un cadran genre noir, quelque chose blanc-noir comme ça, bien contrasté, voilà, qui avait vraiment ce côté militaire que j'aime bien avec la Milton. Ce serait la deuxième en neuf comme ça. Et puis ouais, t'as moyen de la trouver, je suis sûr, sur marché gris, etc. avec une petite réduction qui va bien. Donc là-dessus t'as de quoi, ça rentre dans le budget sans souci. Et puis après, j'irai chercher en troisième montre une autre vintage. Ok. Je pense que j'irai. Alors sur vintage, tu peux avoir soit des. Tu peux avoir Omega, mais là il y a un peu à boire, à manger. Faut faire attention un petit peu aussi. Pas nécessairement facile. Ouais, pas nécessairement facile. Je pense que j'irai sur Gégère Lecoultre. T'as des super occasions à faire. T'as des très très belles Gégères, je sais pas, entre 700 et 2000 balles. Donc voilà, ça pourrait être large, ça rentrerait dans le budget. Et puis t'as des beaux exemplaires années 50-60. Tu vois, un modèle que j'aime bien, c'est le Powermatic. Donc c'est le modèle, c'est un modèle donc d'où le nom automatique, avec affichage de la réserve de marche à midi. Ok. Et c'était le mouvement, je crois le calibre c'était, si je dis pas de bêtises, c'était le 381. Et tu le reconnais tout de suite parce qu'en fait tu as des butées et en fait ta masse oscillante va taper sur d'une butée à l'autre. Ah oui, c'est le fameux mouvement bumper. Exactement, voilà, que tu n'avais pas que chez Gégère, mais ils voilà, sont géniaux. C'est rigolo, et puis tu le sens, quand tu la portes, tu sens un petit peu justement voilà la masse qui va taper sur la butée, donc tu sens un petit peu toujours la montre, et mon grand-père en avait une comme ça, et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et puis c'était le premier mouvement automatique avec affichage de la réserve de marche, donc t'as un peu ce côté aussi pas pionnier de l'horlogerie, mais t'as une petite innovation quand même, t'as une histoire vraiment propre à ce modèle-là. Et puis ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'il existe en plusieurs variations ce modèle. Donc, alors les couleurs, c'est souvent des modèles avec des cadrans assez clairs, mais ça va être au niveau des matériaux. Donc, je pourrais imaginer chercher un petit or rose ou un petit truc comme ça. Et puis surtout au niveau des cornes, t'as des cornes très jolies, un peu type corne de vache aussi, qui peuvent être assez jolies. Donc voilà, il faudrait juste s'assurer que le cadran n'a pas été refait ou. Et t'as pas peur d'exploser le budget là? Non, parce que des montres comme ça, tu les trouves vraiment à 1500-2000. Vraiment, c'est une très bonne affaire. Et pour des modèles genre vraiment en acier, si tu cherches bien, tu t'en trouves pour autour de 1000, vraiment. Ouais, il doit avoir des modèles plaqués or aussi, non? Exactement. Ouais, c'est vrai. Et puis ouais, juste en acier. Je sais pas s'il y a des plaqués or, mais acier, ça c'est sûr. D'accord. Et là, je te dis, j'en vois de temps en temps passer des 800 balles, des trucs comme ça. Et ce qui est assez sympa, c'est que pour un budget entre guillemets assez réduit, que ça soit de 800 jusqu'à 2000 pour des exemplaires magnifiques, et même c'est presque surpayé d'une certaine manière, c'est que t'as du Gégère Lecoultre, t'as une vraie manufacture, t'as une vraie marque horlogère, t'as une super histoire à raconter, enfin t'as quelque chose de très sympa, et que finalement tu retrouves pas sur tous les poignets. Tu vois, c'est vrai que le mouvement bumper c'est unique, hein. C'est un truc qu'on ne voit plus du tout, hein. Ça n'existe plus, hein. Et puis tu vois, du Gégère vintage, je n'en vois pas tout le temps, et pourtant c'est vrai. Tu vois, dans le panthéon horloger, une marque comme Gégère a clairement sa place. En termes de patrimoine, d'héritage, tout ça, tu enlèves Patek, Vacheron, t'as Gégère, hein. C'est vrai, très juste. Donc on va dire un modèle, tu peux avoir quelque chose de sympa pour 1500 €. Ouais. Tu avais 1000 € pour la Seiko parce que t'es passé sur la version automatique, donc 2005. Pas Seiko, la Milton. La Milton, pardon, excuse-moi. Ouais. Parce que t'es passé sur la version automatique, donc 2005 et 2005 pour la Datejust. La boucle est bouclée, ça. Ouais. Je pense qu'en dedans, on fait un juste prix. Je pense que Philippe Rézoli serait ravi. Donc voilà, je pense qu'on a visé assez juste. Belle conclusion terminée sur Philippe Rézoli. Voilà. Bon merci à toi Benjamin, et puis on va se refaire ça une prochaine fois alors. Merci Marc, à la semaine prochaine sûrement. Salut. Ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast
Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.